Bonjour, d'abord je me présente, c'est Dr Bilbena, je suis maître de conférence à l'OHU d'Oran. De nos jours, les traumatismes de circulation et de travail sont fréquents, ils touchent surtout les sujets jeunes en pleine activité physique. Ces traumatismes sont parfois associés à des complications neurologiques qui peuvent malheureusement passer inaperçues. Pourtant, un simple examen clinique rapide suffit souvent à les diagnostiquer. Ces complications entraînent parfois des séquelles handicapantes majeures. L'intitulé de cours d'aujourd'hui est les complications ou bien les lésions nerveuses périphériques post-traumatiques. L'étudiant en 5e année médecine doit savoir que cette question fait partie du module d'OTR. Pourquoi? On va justifier. Tout traumatisme des extrémités peut toucher l'os, entraînant une solution de continuité, c'est-à-dire une fracture. Ce même traumatisme peut toucher les ligaments, les muscles, les tendons, entraînant des entorses ou bien des luxations. Il peut toucher les vaisseaux et la peau. Ce même traumatisme peut toucher les nerfs, entraînant un déficit sensitivo-moteur ou bien une paralysie. Donc, l'objectif de ce cours est, à la fin de ce cours, l'étudiant doit avoir le réflexe de chercher une complication nerveuse périphérique post-traumatique, post un traumatisme des extrémités. Aussi, il doit savoir comment poser le diagnostic positif. Le plan de la question est le suivant. On va commencer par une introduction, voir les différentes causes traumatiques, puis on va donner les deux classifications de Sedan et de Saint-Erlin, et classification des lésions nerveuses périphériques, savoir comment poser le diagnostic positif, voir les différentes tables cliniques, donner une petite conduite à tenir et on va conclure. En introduction, le système nerveux est un système complexe qui tient sous sa dépendance toutes les fonctions de l'organisme. Il se compose de deux systèmes. Un système autonome végétatif fait de fibres sympathiques et des fibres parasympathiques. Ce système gère les fonctions vitales automatiques comme la respiration par exemple ou bien le système urinaire. Le deuxième système, c'est le système somatique, responsable de l'innervation de la commande volontaire. Il est composé de deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux central est constitué de l'encéphale qui existe au niveau de la boîte crânienne. Il est fait du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Constitué aussi de la moelle épinière qui est située au niveau du cordon rachidien qui se prolonge immédiatement du tronc occipital jusqu'à la hauteur de la vertèbre L1. Le système nerveux périphérique, il est fait de racines nerveuses, plexus nerveux. On a deux plexus, un plexus brachial qui assure l'innervation de la ceinture scapulaire et du membre supérieur, l'innervation sensitivo-motrice, et un plexus lombo-sacré qui assure l'innervation de la ceinture lombaire et du membre supérieur. On a les troncs nerveux et les nerfs rachidiens. Aussi, au niveau du système nerveux périphérique, on a les nerfs crâniens. Le système nerveux périphérique est composé de plusieurs types de fibres nerveuses. Donc, la fibre nerveuse sur une coupe transversale se présente sous forme plurifasciculaire, donc maintenue par un tissu conjonctif. À l'intérieur de chaque faisceau ou bien fascicule se trouvent des fibres myélinisées et amyélinisées entourées de tissus conjonctifs endoneuronal. Chaque fibre se divise de l'intérieur vers l'extérieur de l'endonaire, périnaire et lipinaire.
Donc, chaque nerf périphérique contient des fibres motrices, fibres sensitives et parfois des fibres sympathiques. La plupart du temps, les nerfs périphériques sont des fibres sensitivo-moteurs, c'est des fibres mixtes. Mais parfois, on peut trouver des fibres sensitives pures, comme par exemple le nerf brachial cutané interne et son accessoire. On peut avoir des nerfs moteurs purs et on peut avoir aussi des nerfs sensitivomoteurs riches en fibres sympathiques, par exemple comme le nerf ulnaire et le nerf médian au niveau du membre supérieur. Comme on a dit, on a deux types de fibres nerveuses, des fibres amylinisées et des fibres myélinisées. Quel est le rôle du système nerveux? Donc, le système nerveux périphérique, son rôle est de transmettre l'information vers le système nerveux central. Grâce à des fibres sensitives qui sont des fibres afférentes qui vont cheminer l'information depuis des récepteurs sensoriels qui existent généralement au niveau de la peau vers le système nerveux central. Donc, ce système nerveux central va intégrer cette information et va donner l'ordre vers l'organe effecteur qui est généralement le muscle, grâce à des fibres efférentes motrices, pour donner, bien sûr, une réponse. Concernant les causes des lésions nerveuses périphériques, généralement, il s'agit soit d'un traumatisme fermé ou bien des traumatismes ouverts. Généralement, on a sur le plan anapathe soit une lésion par contusion, lésion par compression, ou bien élongation, ou bien une rupture. Il pourra s'agir d'une lésion directe suite à des traumatismes ouverts par des objets contondants, d'accord, comme des coups de couteau ou bien des éclats de verre. On peut avoir des lésions des nerfs périphériques suite à des plaies avec un projectile. On peut avoir aussi des traumatismes iatrogènes, par exemple, au cours des interventions chirurgicales, on peut comprimer un nerf périphérique par un écarteur trop appuyé, ou bien rarement par une injection intramusculaire dans un nerf périphérique, par exemple le nerf sciatique. On peut avoir une lésion nerveuse périphérique suite à un traumatisme fermé qui peut donner une lésion immédiate ou une lésion secondaire. La lésion immédiate, elle survient généralement suite à une lésion osseuse, c'est-à-dire une fracture ou bien une luxation, mais aussi elle peut survenir en absence de toute lésion osseuse. Par exemple, une paralysie du plexus brachial lors d'une inclinaison forcée de la tête et du cou. Aussi, comme on a dit, on peut avoir une lésion secondaire tardive suite à une consolidation de la fracture, c'est-à-dire par englobement du nerf périphérique dans un cal de consolidation. Ou bien, ce nerf peut être étiré, après une consolidation vicieuse. Concernant la classification, on a dit qu'il existe deux classifications des lésions nerveuses périphériques. La première classification, c'est la classification de Sedan. Monsieur Sedan a divisé ou bien classifié les lésions nerveuses périphériques en trois stades. Le premier stade correspond à la norapraxie, où il s'agit d'une sidération nerveuse sans lésion anatomique, où le pronostic est excellent, c'est-à-dire il ne s'agit pas de solution de continuité et la récupération survient généralement après 6 à 12 semaines. Le deuxième stade, c'est l'axonotmisis, qui correspond à une rupture incomplète du nerf, avec une possibilité de récupération. Le troisième stade correspond à une rupture complète de tous les éléments du nerf. Il s'agit de lésions de mauvais pronostic. La deuxième classification, c'est la classification de Sunderland. Donc, M. Sunderland
a élargi la classification de Sedan en 5 stades. Il a gardé le premier stade de la classification de Sedan et le troisième stade aussi de la classification de Sedan. Donc il a donné beaucoup de détails sur le deuxième stade, c'est-à-dire sur le degré de la rupture incomplète. Donc, le deuxième stade, il correspond à une atteinte de l'axone, mais les tubes endoneuronaux sont intacts. Le troisième stade correspond à une périnèvre, une atteinte de périnèvre et une certaine disposition fasciculaire. Donc la périnèvre et une certaine disposition fasciculaire sont conservées. Et le quatrième stade, seul l'épinèvre est intact. La clinique. Quoi faire initialement? L'examen clinique qui établit le diagnostic reste un document de base, car à partir duquel on pourra suivre l'évolution. Donc, cet examen doit être toujours minutieux. Donc, qu'est-ce que vous devez faire devant une lésion d'extrémité, une lésion ou bien un traumatisme d'extrémité? Donc, vous devez toujours documenter systématiquement chercher une lésion nerveuse périphérique devant tout traumatisme des extrémités. Donc, vous devez d'abord cibler les lésions les plus fréquentes, puis documenter clairement au dossier. Puis, la deuxième étape, vous orientez le patient pour une réduction de la fracture ou la luxation. Après cette prise en charge, vous redocumentez après une manipulation. Par exemple, si vous avez vous suspectez une fracture de la diaphyse humérale, donc vous suspectez une paralysie du nerf radial, donc vous documentez, puis vous orientez le patient pour une réduction ou bien un traitement chirurgical et vous redocumentez après la manipulation. Peut-être cette paralysie radiale détectée au début, on pourra avoir une disparition de cette paralysie après une manipulation. L'évaluation clinique en urgence, ce n'est pas toujours facile. Cette évaluation doit se faire en distal du traumatisme. Le diagnostic positif. Donc, il doit être commencé bien sûr par l'interrogatoire. Donc, vous devez mentionner les circonstances et le mécanisme de traumatisme, chercher d'autres lésions associées et voir les antécédents médico-chirurgicaux de ce patient. Donc, l'examen clinique doit être complété par un examen neurologique, fait d'un examen de la motricité, de la sensibilité, du tonus et des réflexes, à la recherche d'un syndrome neurogène périphérique. Ce syndrome neurogène périphérique est fait d'un déficit musculaire, c'est-à-dire une paralysie, trouble de la sensibilité, généralement il s'agit d'une anesthésie ou bien une hyposthésie, une abolition ou bien une diminution des réflexes osteotendineux avec une hypotonie musculaire. Vous devez faire la différence entre l'atteinte du système nerveux central où on a une hypertonie musculaire et des réflexes osteotendineux vifs et diffusés. Concernant l'examen de la motricité, qui s'appelle aussi le testing musculaire, doit être fait en analytique en appréciant la force musculaire. Donc 0, donc on a 5 stades. 0 correspond à aucune contraction, c'est-à-dire paralysie complète. 1, il s'agit d'une contraction visible n'entraînant aucun mouvement. 2, correspond à une contraction permettant le mouvement en absence de la pesanteur. 3, correspond à une contraction permettant le mouvement contre la pesanteur. 4, correspond à une contraction permettant le mouvement contre la résistance. 5, il s'agit d'une force musculaire normale. Pourquoi on fait le testing musculaire?
On doit savoir que chaque muscle a une innervation radiculaire et tronculaire. Par exemple, le biceps brachial qui assure la flexion et la supination du coude est innervé par le nerf musculo-cutané et sa racine principale est C5, C6. Donc le rôle du testis musculaire est d'apprécier la force musculaire de ce muscle. Le testing musculaire a un intérêt diagnostique et aussi pour voir l'évolution après une prise en charge thérapeutique. La deuxième étape de l'examen neurologique est fait de l'examen de la sensibilité. On doit chercher les troubles subjectifs ou bien des troubles de la sensibilité subjective à la recherche d'une douleur. Douleur doit être cotée selon la cotation de VA. VA douleur. On doit chercher les causalgies. Il s'agit des douleurs atroces donnant une sensation de brûlure. On doit chercher des paresthésies, type fourmillement, sensation de brûlure, des décharges électriques. On doit chercher aussi le signe de Tinel, c'est-à-dire à la percussion des axons, donc à la percussion du nerf. Donc, au cours de sa régénération, le patient doit sentir des décharges en distale, la sensation de décharge électrique. L'examen de sensibilité est fait par l'examen de la sensibilité objective. Chaque nerf a des dermatomes spécifiques, d'accord, et des racines principales. On doit faire les réflexes osteo-tendineux et l'examen de tonus musculaire par la mobilisation passive du membre à des vitesses différentes à la recherche d'une hypotonie musculaire. On doit chercher aussi une amyotrophie qui correspond à une dénervation qui se développe de façon plus ou moins marquée selon le degré de l'atteinte nerveuse périphérique. On doit chercher aussi des troubles vasomoteurs à la recherche d'œdème, cyanose ou bien rougeur et des troubles trophiques qui peuvent être s'associer. Les examens concernant les examens complémentaires. Le plus souvent, l'examen clinique seul permet de reconnaître la lésion neurogène périphérique. Mais l'EMG, l'électromyogramme, peut aider à confirmer le diagnostic. Il précise la topographie et a un intérêt pour suivre l'évolution et le pronostic de cette lésion. Il doit être demandé à la 3e semaine, après la 3e semaine du traumatisme. Les différents tableaux cliniques. On va commencer par le membre supérieur. Donc, en distal, l'innervation de la main est assurée surtout par les deux nerfs, le nerf médian et le nerf ulnaire. Commençons par le nerf médian. Le nerf médian est le nerf de la pronation et de l'opposition du pouce. Il assure avec le nerf cubital ou ulnaire l'innervation de la main. Ce nerf est riche en fibres sympathiques. Donc, sa paralysie entraîne une perte de la mobilité du pouce et de l'index, des troubles de la sensibilité de la face palmaire radiale de la main, donc des troubles de la sensibilité de la face palmaire radiale de la main, une atteinte de la préhension et de la pronation. Puisqu'il est riche en fibres sympathiques, on aura des troubles vasomoteurs qui sont constants avec des causalgies. Le nerf ulnaire est le nerf de la flexion du poignet et des doigts. Ce nerf est aussi riche en fibres sympathiques. Sa paralysie entraîne une faiblesse de la flexion du poignet et des doigts, une faiblesse de l'abduction du pouce, une griffe cubitale, surtout du 5e et du 4e rayon, une atteinte sensitive du côté ulnaire de la main. Donc, une atteinte sensitive du côté cubital de la main. Le nerf radial, c'est le nerf de l'extension et de la supination. Extension du poignet et des doigts et l'extension du coude. Sa paralysie entraîne une main tombante ou main en col de cygne,
Il donne une paralysie de l'extension du poignet et des doigts, une paralysie de l'extension de l'abduction du pouce avec une atteinte sensitive de la face dorsale radiale de la main, de la face dorsale radiale de la main. Le nerf musculocutané, sa lésion survient surtout après une fracture de l'extrémité supérieure de l'hémérus, trop déplacée, où on peut avoir sa compression lors de son passage dans le muscle coracobrachial. Sa paralysie entraîne un déficit de la flexion et de la supination du coude, puisqu'il énerve le biceps brachial. Il donne une atteinte sensitive donc au niveau de la partie latérale de l'avant-bras, avec une abolition du réflexe bicipital. Le nerf circonflexe, c'est le nerf de l'abduction de l'épaule. Il survient surtout suite à un traumatisme direct de l'épaule. Sa paralysie entraîne une paralysie de deltoïde, c'est-à-dire une perte de l'abduction de l'épaule, avec une atteinte sensitive siégeant au niveau du moignon de l'épaule. On peut avoir aussi une paralysie du plexus brachial. Ces paralysies surviennent surtout suite à un accident de moto. Cette paralysie entraîne deux types de lésions. Des lésions supraclaviculaires qui surviennent de façon fréquente dans 75% des cas, ou bien des lésions infraclaviculaires dans 25% des cas suite à une fracture de l'extrémité supérieure de l'hémérus ou bien de la clavicule. Cette paralysie est liée surtout à l'ouverture brutale et excessive de l'angle cervico-scapulaire entre l'épaule et le rachis cervical. On a trois types de lésions, soit lésions par étirement, élongation ou bien rupture. Si on a écartement excessif de l'angle cervico-scapulaire, surtout du côté cervical, on peut léser les racines supérieures C5, C6. Si on aura un abaissement brutal du moignon de l'épaule, on peut léser les racines inférieures C8, D1. Si on écarte les deux de façon brutale, on peut avoir une paralysie totale du plexus brachial qui est de mauvais pronostic. Ce type de paralysie peut être associé à une avulsion radiculaire. Il s'agit d'une lésion depuis l'origine médulaire. Donc, les racines peuvent étirer une partie de la moelle épinière qui sont généralement de mauvais pronostic. Ou l'examen clinique ou bien l'examen neurologique peut objectiver la présence d'un syndrome pyramidal ou bien d'un syndrome de Claude Bernard Horner qui est fait d'un myosis, ptosis et d'énophthalmie. Au niveau du membre inférieur, on peut avoir une paralysie du nerf sciatique poplité externe ou bien le fibulaire commun, puisque ce nerf est de situation superficielle au niveau du membre inférieur, car il contourne la tête du péroné, il est fréquemment lésé. Ce nerf assure l'énervation des muscles de la loge antérieure et latérale de la jambe. Il assure la sensibilité de la face antérolatérale de la jambe et la face dorsale du pied. Sa paralysie entraîne cliniquement un pied tombant avec un steppage, c'est-à-dire au cours de la marche, le patient il traîne le pied au cours de la marche. L'atteinte, le nerf sciatique poplité interne ou bien le nerf tibial, c'est un nerf de la flexion et de la flexion de la cheville et des orteils et de la sensibilité plantaire. C'est un nerf riche en fibres sympathiques. Souvent, c'est une complication du syndrome de Loge par plâtre trop serré ou bien un traumatisme direct au niveau du gros poplité. Sa paralysie entraîne un pied plat talus. Anesthésie de la plante du pied. Talus, c'est le contraire de l'équin.
D'accord? Anesthésie de la plante du pied. Trouble trophique avec un mot perforant plantaire. Quelles sont les formes cliniques qu'on peut trouver? Donc, devant une fracture de la diaphyse humérale, vous devez toujours suspecter ou bien chercher systématiquement une paralysie du nerf radial qui survient dans 10 à 20% des cas. Devant une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, on doit suspecter ou bien chercher une paralysie du plexus brachial, une paralysie du nerf musculo-cutané, s'il s'agit d'une fracture trop déplacée. Devant une luxation de l'épaule, on doit aussi chercher une paralysie ou bien éliminer une paralysie du plexus brachial, une paralysie du circonflexe. Devant une fracture supracondylienne par extension, c'est-à-dire mécanisme en extension, on doit chercher ou bien éliminer une paralysie du nerf médian, parfois une paralysie du nerf radial. Donc les lésions nerveuses surviennent dans 12% des cas. Et si la fracture est très déplacée, donc ce taux augmente à 50%. En cas de fracture supracondylienne en flexion, donc les complications nerveuses périphériques sont très rares, mais quand même on doit avoir le réflexe de chercher ou bien d'éliminer une paralysie du nerf ulnaire. Devant une luxation du coude, donc selon l'importance de cette luxation, donc si cette luxation est trop importante, on peut avoir une possibilité d'atteinte des 3 nerfs. Au niveau de l'avant-bras, on peut avoir un syndrome d'éloge, bien le Volkmann. Il s'agit d'une atteinte du nerf médian et ulnaire. Ce syndrome est une pathologie qui se caractérise par la rétraction des muscles fléchisseurs des doigts. Il est dû à une ischémie des nerfs de l'avant-bras. Donc la cause la plus incriminée, c'est la forte compression d'un groupe musculaire causée par une immobilisation prolongée, par un plâtre trop serré. Donc s'il vous plaît, ne pas trop serrer les plâtres. Au niveau du poignet, donc quel que soit le type de traumatisme, souvent on peut avoir des lésions tardives secondaires du nerf médian et du nerf cubital. Donc l'atteinte du nerf médian au niveau du canal carpien et l'atteinte du canal carpien et l'atteinte du nerf ulnaire au niveau du canal guyan. Donc on peut avoir un syndrome canalaire. Au niveau du bassin, donc suite à une fracture du coutile ou une luxation de hanche, on peut avoir l'atteinte du plexus sacré ou bien l'atteinte du tronc sciatique ou le sciatique poplité externe. Donc, pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, l'atteinte nerveuse périphérique est très rare. Au niveau du genou et de la cheville, donc suite à une luxation ou bien une fracture au niveau du genou, on peut, comme on a dit, puisque le sciatique poplité externe est un nerf superficiel qui cravate la tête du péroné, on peut avoir une paralysie de ce nerf suite à une luxation ou bien une fracture au niveau du genou. Donc, les fractures des deux os de la jambe peuvent léser le sciatique poplité externe. On peut avoir aussi un syndrome d'éloge. La fracture et luxation au niveau de la cheville du pied se complique de façon tardive par l'atteinte de la branche du nerf tibial. C'est-à-dire, on peut avoir un syndrome canalaire, c'est-à-dire le syndrome du canal tarsien. Concernant la conduite à tenir, donc l'évaluation initiale est primordiale, comme on a dit. Donc le bilan clinique doit être répété à la 6e semaine par la recherche d'un signe de Tinel, chercher s'il y a une récupération sensitive, une récupération motrice. L'évaluation électromyographique doit se faire à la 3e semaine au début, répétée au 3e mois et au 6e mois. On doit traiter la douleur, maintenir la mobilité articulaire, immobiliser ou bien posturer les membres atteints par des orthèses fonctionnelles, proposer le patient à un programme d'ergothérapie, de physiothérapie. Si pas de récupération spontanée, c'est-à-dire pas d'amélioration, un signe de Tinel qui ne progresse pas, on doit orienter le patient pour un traitement chirurgical.
pour une réparation nerveuse directe, greffe nerveuse habituelle ou bien des transferts nerveux. Si à la longue, c'est-à-dire après 18 mois à 12 ans, c'est-à-dire à la phase séquelaire, pas de récupération, on peut proposer des transferts musculaires ou bien des arthrodèses. Et en conclusion, on va dire que la pathologie traumatique fournit le plus